L'ironie est dévastatrice, cruelle, parfaite, mais voici la vérité que personne ne veut que tu saches. L'histoire qu'on t'a racontée sur Kadhafi et la Libye n'est qu'une fraction de la réalité. Une narration soigneusement construite pour cacher quelque chose de bien plus troublant. Si tu veux découvrir comment le pays africain ayant le plus haut indice de développement humain a été transformé en un État failli, avec des marchés d'esclaves en moins de 8 mois, et pourquoi les puissances mondiales avaient besoin que cela arrive, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si ce genre de contenu t'intéresse, laisse ton like dès maintenant. Nous allons révéler des vérités dérangeantes. Le désert de Libye. Un enfant naît dans une tente bédouine. Son nom, Mouammar Kadhafi. Pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'avenir. Son père est un berger analphabète, dans l'une des régions les plus pauvres de la planète. La Libye est alors une colonie italienne dévastée par la guerre. L'espérance de vie ne dépasse pas 44 ans. 90% de la population ne sait ni lire ni écrire. Cet enfant, pieds nus dans le désert pourtant, aura accès à quelque chose qui changera son destin. L'éducation. Les premières écoles construites après l'indépendance de 1951 ouvrent une minuscule fenêtre d'opportunité. Mais la Libye indépendante n'est qu'une farce. Le roi Idriss, installé par les Britanniques, est une marionnette. Le pétrole, découvert en 1959, s'écoule vers l'Occident tandis que les Libyens meurent de faim. Les compagnies étrangères empochent 70% des revenus. Le pays nage dans l'or noir, mais son peuple vit encore au Moyen Âge. Kadhafi a 27 ans. Il est capitaine de l'armée et furieux. Le 1er septembre, tandis que le roi Idriss passe ses vacances en Turquie, Kadhafi dirige un coup d'État sans effusion de sang. Sans tirer une seule balle, il prend le contrôle de la Libye. Son message est simple mais puissant. Libya will be free. The oil will be ours. We will build a nation that will make the world tremble. Les premières années sont véritablement révolutionnaires. Kadhafi nationalise le pétrole, expulse les bases militaires britanniques et américaines, exige que les compagnies pétrolières versent d'abord 50% de leurs bénéfices, puis 70%, et enfin 100%. Les corporations occidentales sont furieuses, mais Kadhafi détient le pouvoir et le pétrole. Et alors commence la transformation. Entre 1970 et 2010, la Libye connaît la plus forte amélioration de la qualité de vie de tout le continent africain. Les chiffres sont indéniables. Le taux d'analphabétisme chute de 90% à 10%, l'espérance de vie grimpe de 44 à 74 ans, le PIB par habitant devient le plus élevé d'Afrique. L'éducation devient gratuite, les soins de santé deviennent gratuits. Les jeunes mariés reçoivent 50 000 $ du gouvernement pour acheter leur première maison. L'électricité est presque gratuite, le carburant coûte moins cher que l'eau en bouteille. Un paradis socialiste? Pas exactement. Kadhafi n'était pas seulement un leader économique, c'était un mégalomane, avec une vision messianique de lui-même. Dès le début, il a précisé que la dissidence ne serait pas tolérée. En 1977, il publie son livre vert, un mélange étrange de socialisme, de nationalisme arabe et de philosophie personnelle qui devient une lecture obligatoire dans tout le pays. Quiconque le critique disparaît. Littéralement. Les exécutions publiques commencent dans les années 1970. Les opposants politiques sont pendus dans les stades, les caméras diffusant en direct. Le message est clair. Défier Kadhafi, c'est mourir. Et mourir de façon humiliante. Mais voici le contexte que personne ne mentionne. Kadhafi ne construisait pas une dictature ordinaire. Il bâtissait une forteresse contre le colonialisme. Il expulse la communauté italienne qui contrôlait encore les secteurs clés. Des milliers sont déportés en 24 heures, leurs biens confisqués. L'Occident crie à la violation des droits humains. Kadhafi répond « Where were you when Italy massacred 100,000 Libyens during colonization ?» Guerre israélo-arabe, Kadhafi finance l'Égypte et la Syrie avec des millions de dollars, envoie des troupes, coupe les livraisons de pétrole vers l'Occident. Les prix explosent. Les puissances occidentales l'ajoutent à leur liste d'ennemis. Mais Kadhafi avait découvert quelque chose de puissant. Le pétrole était une arme, et il savait comment s'en servir. Entre 1975 et 1985,
les revenus pétroliers de la Libye sont investis d'une manière qu'aucun autre pays africain n'ose tenter. Le grand fleuve artificiel commence sa construction en 1983, le plus grand projet d'irrigation du monde. 4000 km de canalisation puisant l'eau fossile du Sahara vers les villes côtières. Coût 25 milliards de dollars, entièrement financé par la Libye, sans dette extérieure. Kadhafi l'appelle le 8e merveille du monde. L'Occident l'ignore, car une Afrique qui résout ses problèmes sans prêt du FMI est une Afrique dangereuse. Mais entre-temps, Kadhafi franchit des lignes interdites. Il finance l'IRA en Irlande, l'ETA en Espagne, les Black Panthers aux États-Unis. Il offre un entraînement militaire à des groupes révolutionnaires en Amérique latine. Pour lui, ce sont des combattants de la liberté contre l'impérialisme. Pour l'Occident, ce sont des terroristes, et Kadhafi est leur parrain. Les États-Unis en ont assez. Ronald Reagan ordonne l'opération Eldorado Canyon. Des bombardiers F-111 décollent d'Angleterre et frappent Tripoli et Benghazi. Objectif, tuer Kadhafi. Résultat, 60 civils morts, dont Hana, la fille adoptive de Kadhafi, âgée de 15 mois. Kadhafi survit. Le monde s'attend à ce qu'il cède. Il ne le fait pas. Le vol Pan Am 3 explose au-dessus de Lockerbie, en Écosse. 270 morts. 2 agents libyens sont accusés. Kadhafi nie toute responsabilité, mais le mal est fait. La Libye devient officiellement un État parrain du terrorisme. Les sanctions économiques tombent. L'isolement est total. Mais ce n'était qu'un avant-goût, car pendant que Kadhafi se créait des ennemis en Occident, il bâtissait chez lui quelque chose de plus dangereux, un culte absolu de la personnalité. Son visage sur chaque bâtiment, son nom dans chaque école, ses Amazones, un bataillon de garde féminine, 247 femmes. Personne ne peut l'approcher, personne ne peut le questionner. La prison d'Abu Salim se remplit de dissidents, des milliers de prisonniers politiques. Les conditions sont inhumaines, et en 1996, l'impensable se produit. Les prisonniers protestent, réclament des droits fondamentaux, une meilleure nourriture, des appels téléphoniques. La réponse de Kadhafi est glaciale. Les troupes pénètrent dans la prison et ouvrent le feu pendant 3 heures. 1270 prisonniers sont tués en une seule journée. Les familles ne sont informées que des années plus tard. Les corps ne sont jamais rendus. Voilà le Kadhafi que le monde connaît. Brutal, impitoyable, paranoïaque. Mais ce que le monde ignore, c'est que, pendant qu'il commettait ces atrocités, il préparait aussi quelque chose qui allait changer l'Afrique pour toujours. Kadhafi le comprend et prend une décision qu'il pense salvatrice. Coopérer. En décembre 2003, il annonce publiquement qu'il va démanteler son programme d'armes de destruction massive. Il remet tout, armes chimiques, technologie nucléaire, centrifugeuse, plan. En échange d'une seule chose. La protection, la reconnaissance internationale, la promesse que s'il joue selon les règles occidentales, il pourra régner en paix. Tony Blair visite la Libye en 2004. Il se serre la main, sourit devant les caméras. A new chapter, disent les médias. Condoleezza Rice arrive en 2008. Kadhafi est réhabilité. Les sanctions sont levées. Les compagnies pétrolières reviennent. La Libye est à nouveau accueillie dans la communauté internationale. Kadhafi croit qu'il a gagné. Il croit que la coopération le protégera. Il croit qu'en livrant sa seule arme de dissuasion, il a assuré sa survie. Jamais il n'y eut calcul plus erroné dans l'histoire moderne, car pendant que Kadhafi jouait selon les règles de l'Occident, il préparait quelque chose que les puissances mondiales ne pouvaient pas tolérer. Kadhafi est élu président de l'Union africaine et, à partir de cette position, il propose 3 initiatives qui scelleront sa condamnation à mort. Premièrement, créer une monnaie panafricaine adossée à l'or, le dinar d'or africain. Chaque pays africain échangerait le pétrole, les minerais et les ressources en utilisant cette monnaie au lieu du dollar ou de l'euro. L'Afrique se libérerait ainsi du système monétaire occidental. Deuxièmement, établir 3 institutions financières africaines indépendantes, une banque centrale africaine au Nigeria, un fonds monétaire africain au Cameroun et une banque africaine d'investissement en Libye, le tout financé par les 150 milliards de dollars du fonds souverain libyen que Kadhafi avait accumulé dans des banques occidentales. Troisièmement,
créer un réseau de télécommunications satellitaires africains indépendant. Les pays africains payaient 500 millions de dollars par an à l'Europe pour l'utilisation de ces satellites. Kadhafi proposa de financer un satellite africain qui éliminerait cette dépendance. Comprends-tu ce que cela signifiait? Une Afrique économiquement indépendante, une Afrique commercialisant sans dollars, une Afrique sans dette envers le FMI, une Afrique hors du contrôle occidental. Pour les puissances mondiales, c'était une menace existentielle. Mais Kadhafi ne la voit pas venir. Il est trop confiant, trop sûr de lui. Il a rendu ses armes, il a coopéré. Que pourrait-il bien arriver? Le printemps arabe commence en Tunisie, puis s'étend à l'Égypte. Hosni Moubarak, allié de l'Occident depuis 30 ans, tombe en 18 jours. Les protestations atteignent la Libye en février. Le 15 février, à Benghazi, des manifestants descendent dans les rues et exigent des réformes. Les protestations atteignent la Libye en février. Le 15 février, à Benghazi, des manifestants descendent dans les rues et exigent des réformes. Certains sont armés, attaquent des postes de police. Kadhafi répond par la force avec des déclarations incendiaires. « I will cleanse Libya house by house. They will come out like rats from their holes. » Les médias occidentaux ont leur titre. Le dictateur génocidaire attaque des manifestants pacifiques. On parle de 10 000 morts, de bombardements massifs, de crimes contre l'humanité. Des années plus tard, des enquêtes indépendantes confirmeront que les chiffres avaient été massivement exagérés, que de nombreux manifestants pacifiques étaient en réalité des combattants armés et que, bien que brutal, Kadhafi ne commettait pas de génocide. Mais en mars 2011, la narration était déjà figée. Le 17 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 1973, zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. Objectif déclaré, protéger les civils. La Russie et la Chine s'abstiennent, croyant qu'il s'agira d'une mission limitée. Le 19 mars, la France lance les premiers bombardements aériens. Les États-Unis rejoignent, puis le Royaume-Uni, l'Italie, le Canada, toute l'OTAN. La zone d'exclusion aérienne se transforme en une campagne de bombardement massif. 26 000 frappes aériennes en 7 mois. Ils ne protègent pas des civils, ils détruisent un pays. Ils bombardent les palais présidentiels, les stations de télévision, les infrastructures électriques. Le convoi personnel de Kadhafi est visé à plusieurs reprises. Ce n'est plus une mission humanitaire, c'est un changement de régime. Et alors, l'impensable se produit. Kadhafi résiste pendant des mois face à la plus grande alliance militaire de la planète. De petites unités loyales se battent maison par maison, mais l'issue est inévitable. On ne peut pas résister à des bombardiers B-2 avec des fusils Kalachnikov. Août 2011. Tripoli tombe. Kadhafi fuit vers Sirte, sa ville natale, sa dernière forteresse. Le chasseur est devenu la proie. Kadhafi tente de s'échapper de Sirte avec un convoi de 50 véhicules. Tout ce qui reste de son armée, des soldats fidèles, quelques membres de sa famille, et l'homme qui autrefois contrôlait des milliards. Un drone américain Predator détecte le convoi. Coordonnées transmises, des chasseurs français Rafale reçoivent l'ordre, missile air-sol. Les véhicules sont pulvérisés en quelques secondes. Le convoi explose, des corps partout, une fumée noire recouvre le désert. Kadhafi survit à l'attaque initiale. Blessé, saignant, il rampe vers une conduite d'évacuation près de la route. Le dirigeant qui vivait dans des palais dorés se cache maintenant dans un tuyau de béton rempli d'ordures. Les rebelles le trouvent quelques minutes plus tard et le traînent dehors. Les caméras des téléphones portables capturent tout, une vidéo qui deviendra virale en quelques heures. Kadhafi est couvert de sang, confus, battu. Quelqu'un crie « Allahu Akbar !» Des poings, des coups de pied, des crosses de fusil s'abattent sur sa tête. On lui arrache sa chemise. Quelqu'un le sodomise avec une baïonnette. Kadhafi hurle « What did I do? What did I do to you ?» Des mots qui résonneront dans l'histoire. Une balle dans la tête. Tout est fini. L'homme qui a régné pendant 42 ans meurt moins d'1 heure après sa capture. Sans procès, sans procédure, exécuté sommairement sous l'œil des caméras. Son corps est exposé dans un marché de viande à Misrata pendant 4 jours. Des milliers de personnes font la queue pour voir le dictateur déchu. Ils prennent des selfies avec le cadavre. C'est l'humiliation absolue, la dégradation totale.
Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, reçoit la nouvelle en direct lors d'une interview. Sa réaction est capturée par la caméra. We came, we saw, he died. Et elle rit. L'ironie finale est dévastatrice. Kadhafi avait remis ses armes nucléaires en croyant que la coopération le protégerait. 8 ans plus tard, il est bombardé par les mêmes nations qui lui avaient promis la paix. La Corée du Nord et l'Iran ont observé cette leçon. Ils n'ont jamais abandonné leur programme nucléaire. Mais la véritable tragédie ne fut pas seulement la mort de Kadhafi. Ce fut ce qui suivit. La Libye avant 2011, 0 dette extérieure. PIB par habitant, le plus élevé d'Afrique. Éducation universitaire gratuite, y compris à l'étranger. Soins médicaux gratuits. Électricité subventionnée. 50 000 $ pour chaque jeune couple marié. 150 milliards de dollars en réserve d'or et de devises étrangères. La Libye après 2011, un État failli. 3 gouvernements rivaux luttant pour le pouvoir. Des milices terroristes contrôlant des villes entières. Daesh établit son centre d'opération à Sirte. En 2017, des enquêtes de CNN documentent des marchés d'esclaves à ciel ouvert où des Africains subsahariens sont vendus pour 400 $. 400 $ pour un être humain, dans le pays autrefois le plus prospère d'Afrique. Plus de 400 000 morts. Des millions de réfugiés traversant la Méditerranée sur des embarcations de fortune, des milliers se noient. La crise migratoire européenne a un épicentre, la Libye détruite. Le pétrole, bien sûr, continue de couler sans interruption vers l'Occident. Désormais sans les exigences de Kadhafi pour partager les bénéfices, sans nationalisation, sans fonds souverains africains. Les corporations ont récupéré ce qu'elles considéraient comme leur bien. Le dinar d'or africain n'a jamais vu le jour. La Banque centrale africaine n'a jamais été construite. Des milliards de dollars ont disparu dans le brouillard de la guerre. L'Afrique reste dépendante du dollar, endettée envers le FMI, riche en ressources mais pauvre en développement. Bachar el-Assad, en Syrie, a observé tout cela. Quand la guerre civile atteignit Damas, il refusa de se rendre, conserva ses armes chimiques, appela la Russie, parce qu'il avait compris la leçon enseignée par l'Occident. Si tu rends tes armes, tu finis dans un égout, suppliant pour ta vie. Alors, quelle est la vérité qu'ils ne veulent pas que tu saches? Kadhafi était un dictateur brutal, c'est indéniable. Il a commis des crimes, torturé des opposants, exécuté des dissidents. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a été détruit. Le monde est rempli de dictateurs brutaux qui meurent paisiblement dans leur lit. L'Arabie saoudite, l'Égypte sous Al-Sisi, de multiples régimes africains. La différence, c'est que Kadhafi a tenté une indépendance économique réelle. Il a voulu créer un système africain en dehors du contrôle occidental. Et c'est pour cela qu'il a été détruit. Ce n'est pas une défense de la tyrannie. C'est un appel à questionner les récits officiels. Quand on te dit qu'une intervention militaire est humanitaire, demande-toi, qui en tire profit? Quand on bombarde un pays pour sauver des civils, demande-toi, pourquoi ce pays précis et pas d'autres, où les violations des droits humains sont pires? La réponse se trouve toujours dans les ressources, dans le contrôle, dans le pouvoir. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a fait douter, partage-la, aime-la, abonne-toi, car ces histoires, tu ne les liras jamais dans les manuels scolaires. La prochaine vidéo portera sur Thomas Sankara, un autre dirigeant africain assassiné après avoir défié le FMI et la Banque mondiale. L'histoire se répète, mais seulement si nous continuons à l'ignorer.